conseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir, Crime s'installe ce soir en Auvergne. Nous sommes installés ce soir dans le petit village d'Orsine qui est à 830 mètres d'altitude au pied du Puy de Dôme. Et nous allons vous raconter trois histoires, trois faits divers qui se sont déroulés dans la région. Le 11 septembre 2008, Alexandrine contacte affolée les gendarmes d'Issoire. Antoine, son fils de 6 ans, a disparu de l'appartement où elle l'avait laissé le temps d'un dîner rapide au restaurant avec son compagnon. Immédiatement, une cellule de recherche est mise en place et d'importants moyens déployés afin de retrouver le petit garçon probablement en danger. Mais pas la moindre trace d'Antoine. Durant des mois, toutes les pistes seront passées à la loupe, tout comme le passé ténébreux de cette mère de 23 ans qui 4 ans plus tard sera rattrapée par le curieux meurtre d'une femme à Marseille. C'est ignoble de penser qu'une mère peut faire du mal à son fils. Puis c'est mon fils. Ça l'a toujours été, ça le restera toujours. Le 2 mars 2009, Guy s'étonne de ne pas voir son collègue et beau-frère Didier revenir de ses vacances. Une semaine plus tard, le véhicule de Didier est retrouvé à Dampierre-sur-Bèbre. Dans le coffre, les enquêteurs découvrent son corps en 2 morceaux, dans des sacs poubelles. L'homme de 51 ans, réputé discret et solitaire, a été brûlé et mutilé. Mais la victime de ce plan macabre a aussi été empoisonnée à forte dose d'atropine, un médicament destiné à soigner sa maladie des yeux. Un empoisonnement mystérieux qui va orienter les enquêteurs sur la face cachée de Didier. C'est ignoble, hein, c'est de la barbarie. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un film ou quoi? Le 9 septembre 2010, le corps d'un homme enroulé dans une bâche est découvert près de Saint-Ivoine. L'homme a été torturé et étranglé. Il a aussi subi des violences sexuelles. Grâce à ses empreintes, la victime est identifiée. Il s'agit de Ludovic, un père divorcé de 39 ans. Tout indique que l'homme a été tué chez lui par des agresseurs qu'il connaissait. 4 jours plus tard, c'est l'étrange coup de fil d'une certaine Catherine, la mère de la compagne de Ludovic, qui va mettre les enquêteurs sur la piste des meurtriers. Mais Catherine est une femme particulièrement bien informée qui va elle aussi susciter de nombreuses interrogations. Ce qui va surprendre les enquêteurs et tous les intervenants dans ce dossier, c'est la sauvagerie avec laquelle il a été tué. Crime est toujours installé dans ce petit village d'Orsine, au pied du Puy de Dôme, pour cette émission consacrée à l'Auvergne. Nous allons maintenant vous raconter cette histoire terrible, la disparition de ce petit garçon de 6 ans. Sa maman le laisse pendant 1 heure devant un DVD pour aller au restaurant. Mais à son retour, le petit garçon n'est plus là. Immédiatement, elle donne l'alerte et les gendarmes vont fouiller les rues, les caves, les égouts, en vain. Antoine reste introuvable. Pour les gendarmes, c'est dans un premier temps la thèse de la fugue qui est privilégiée, mais rapidement, ils vont également penser à un enlèvement, voire à une séquestration. Et puis la mère est soupçonnée, la mère et son compagnon. Voici donc ce document pour Crime. Dans l'histoire qui va suivre, vous allez découvrir comment la disparition du petit Antoine va plonger dans la psychose tous les habitants d'une ville d'Auvergne. Une enquête à rebondissement qui va donner lieu à un véritable bras de fer entre la justice et la mère du garçon. C'est ignoble de penser qu'une mère peut faire du mal à son fils. Puis c'est mon fils. Ça l'a toujours été, ça le restera toujours. Nous sommes à Issoire, une petite ville médiévale pleine de charme, située au sud de Clermont-Ferrand. Issoire est implantée au cœur de l'Auvergne, dans le Puy de Dôme. C'est une sous-préfecture, mais une petite sous-préfecture. C'est pas très grand, tout le monde se connaît. C'est quand même une ville assez tranquille. Bon, il se passe toujours des petites choses, forcément, des cambriolages, des choses comme ça. Je pense dans toutes les villes. C'est plus une petite ambiance de village, tranquille. Issoire, la Belle, comme on la surnomme, offre un véritable confort à ses 15 000 habitants. Pourtant, un soir d'été 2008, l'angoisse va s'emparer d'un de ses foyers. C'est celui
d'Alexandrine, une jeune maman de 23 ans, et de son nouveau compagnon, Sébastien, avec lequel elle vit depuis moins de 2 mois. On est le 11 septembre. Une jeune femme téléphone à la gendarmerie pour signaler la fugue de son fils. Elle explique qu'Antoine, 6 ans, est introuvable. Il est 21h15. L'officier en ligne prend ses déclarations très au sérieux. Les gendarmes arrivent rapidement sur les lieux, examinent les lieux, se rendent compte qu'effectivement le garçonnet n'est plus à la maison et qu'il est quand même assez tard. L'appartement est situé au premier étage d'un immeuble ancien et donne sur une petite cour. À l'intérieur, le couple, inquiet, répond aux questions des gendarmes. Alexandrine, la mère d'Antoine, leur explique en détail le déroulement de la soirée. Alexandrine est partie dîner avec son compagnon à une centaine de mètres de son appartement où elle a laissé son fils Antoine devant un DVD. Et lorsqu'elle revient un peu moins d'1 heure plus tard, Antoine n'est plus dans l'appartement. Et elle est montée directement, c'est ce que disent les voisines, chez elle, chez les voisines, donc pour voir s'il n'y avait pas Antoine. Et elle a commencé à chercher dans sa rue. Sur place, les gendarmes ne remarquent aucune trace d'effraction. Le couple n'aurait pas fermé à clé la porte à son départ. Dans l'appartement, tout est en place, à quelques détails près. Elle explique qu'effectivement, un certain nombre d'effets vestimentaires et alimentaires, puisqu'il y avait un paquet de gâteaux, ont disparu. Les enquêteurs s'interrogent. Le petit garçon aurait-il fugué? C'est en tout cas ce que pense sa maman. D'autant plus qu'un sac de sport est également introuvable. Selon Alexandrine, le pyjama qu'Antoine portait avant de disparaître est bien là. L'enfant se serait donc changé avant de quitter l'appartement. Évidemment, dans une disparition d'enfant, il faut aller très très vite, parce qu'en plus, il est très vulnérable, il a 6 ans. Donc dès le soir même, plusieurs dizaines de gendarmes, des équipes cynophiles, le porte-à-porte, on va voir les voisins, on ratisse tout autour de la maison, on passe histoire au peigne fin, il n'y a aucune trace de l'enfant. Alors, que s'est-il passé durant cette heure où le couple était au restaurant? Antoine a-t-il fait son baluchon pour partir? Et pourquoi le garçonnet aurait-il décidé de fuir? Ce soir de septembre 2008, les enquêteurs n'ont qu'une seule certitude, un enfant est en danger. Il fait nuit noire et voilà plusieurs heures qu'Antoine, 6 ans, est porté disparu. Pour retrouver l'enfant au plus vite, les enquêteurs tentent d'en savoir plus sur sa personnalité auprès de sa maman. Elle le décrit comme un petit garçon autonome, assez turbulent, qui a l'habitude de jouer dans la cour, en bas de son petit immeuble, là. Dans le voisinage, tout le monde connaît Antoine très bien parce qu'il passe sa vie dehors. Cet enfant, on apprend très vite qu'il a l'habitude de partir tout seul. Par exemple, il est capable de quitter son domicile, qui est dans le centre-ville ici, et de se rendre au village à côté, le village de Perrier, qui est à peu près à 3,5 km, peut-être 4 km chez sa grand-mère. Comme ça, il part tout seul. Pour les gendarmes, le petit garçon, un enfant autonome, aurait donc très bien pu partir tout seul. Pourtant, sa grand-mère est formelle. Antoine ne s'est pas rendu chez elle le soir de sa disparition. Le jour se lève sur Issoire. Nous sommes le 12 septembre. Les gendarmes ont ratissé la commune toute la nuit, mais toujours aucune trace d'Antoine. La nouvelle de sa disparition se répand comme une traînée de poudre. Dès le lendemain, les appels à témoins sont placardés dans les vitrines des commerçants. Le visage d'Antoine commence à devenir familier. La mairie distribue des tracts dans les boîtes aux lettres. Des appels sont diffusés à travers des haut-parleurs de la commune. Pour les habitants, c'est la stupeur. Dans une petite ville comme la nôtre, il ne se passe jamais rien d'extraordinaire. Et là, il était pour nous aberrant, ça nous est tombé comme le ciel sur la tête. Ça a été quelque chose, toute Issoire a été bouleversée. Très vite, la disparition d'Antoine est au centre de toutes les discussions. Chacun se sent concerné,
Et c'est une immense mobilisation qui s'organise. Moi, je me souviens, avec mon mari, on avait un quad. On a tout de suite enfourché le quad et on est parti à droite à gauche en criant Antoine. On se disait peut-être qu'il a vraiment fugué, qu'il a passé la nuit dehors. Donc on a vraiment essayé de trouver. On était d'ailleurs plusieurs personnes. Si chacun tente de rester optimiste, impossible de ne pas penser au pire. Au fil des heures, la tension grandit, tout comme les moyens mis en œuvre pour retrouver le jeune garçon. On a 80 gendarmes sur le terrain, on a une trentaine de pompiers, on a des équipes cynophiles, on a après des égoutiers qui vont venir explorer les sous-sols. Le dispositif colossal s'étend rapidement au village environnant. Une cellule est même spécialement créée au sein de la section de recherche de Clermont-Ferrand. Une trentaine d'enquêteurs travaillent à temps plein sur l'affaire. Mais toujours rien. On peut avoir une idée, mais en même temps, c'est un sentiment d'impuissance totale. On a mis un dispositif qui a touché toute la population. Il ne donne rien du tout. Donc on comprend bien que c'est une situation qui est en train de devenir tragique, quoi. Mais alors que toute la population d'Issoire est à la recherche du petit Antoine, une voisine se rappelle avoir vu des choses étranges à proximité de son domicile. Le témoignage de la voisine est capital, dans le sens où, effectivement, elle entend claquer des portes, elle voit des phares dans le porche, elle se dit que peut-être quelqu'un est venu emporter Antoine, on sait que la porte n'a pas été fermée à clé, il y a un certain nombre de faits convergents qui tentent à penser que peut-être il s'agit aussi d'un enlèvement. Dès lors, la thèse de l'enlèvement est relancée. 3 jours après le signalement de la disparition d'Antoine, le procureur de la République ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. La psychose s'installe dans la ville. Ça fait peur parce que enlèvement, on se dit, on a tous des enfants, on est maman, on est parents, donc on se dit, que s'est-il passé? Est-ce que c'est quelqu'un que, en fait, d'Issoire? Alors, qui aurait bien pu enlever Antoine? L'enfant est-il toujours en vie? Des questions qui demeurent jusqu'ici sans réponse. À Issoire, faute de preuves suffisantes, la thèse de l'enlèvement se dissipe peu à peu. Les enquêteurs tentent alors de reconstituer l'emploi du temps du petit garçon les jours précédant sa disparition. Et un élément troublant retient toute leur attention. On se rend compte que la dernière fois qu'on l'a vu de façon formelle, c'était le jour de la rentrée. Il a fait sa rentrée le 2 septembre, normalement, comme tous les enfants. La disparition d'Antoine a été signalée le 11 septembre. Pourtant, cela faisait plusieurs jours qu'il était absent. Alexandrine, sa mère, explique alors aux enquêteurs que son fils était malade. Elle aurait même prévenu le directeur de cette absence. Problème, aucune trace de ses appels n'est présente sur ses relevés téléphoniques. Elle dit qu'elle a appelé du portable de quelqu'un et qu'elle est tombée sur un homme à l'accueil de l'école qui lui a dit qu'Antoine avait une gastro et qu'il reviendrait la semaine suivante. Par contre, il n'y a pas de trace de consultation médicale, il n'a pas vu de docteur. Les gendarmes continuent leur porte-à-porte. Ils cherchent à savoir qui aurait vu Antoine entre le jour de la rentrée et celui de sa disparition. Et très vite, le témoignage d'un petit garçon se dégage. En fait, c'est un copain d'Antoine qui l'a vu courir dans la rue et qui le décrit très bien au niveau de la tenue vestimentaire. Donc ça prouve que c'est bien lui, notamment des baskets rouges, celles qu'il avait quand il a disparu. Il décrit ces baskets-là et il décrit Antoine courant dans la rue le 6. Et malgré ce témoignage jugé sérieux, les enquêteurs ont l'intuition que quelque chose ne colle pas dans cette affaire. Alors, inlassablement, ils poursuivent les auditions dans l'entourage proche du petit garçon. Apparaît très rapidement un autre témoignage, celui de la babysitter d'Antoine, qui est
très jeune, qui a 16 ans, et qui explique avoir croisé Alexandrine dans l'histoire le 8 septembre. Et finalement, elles se sont retrouvées à l'appartement. Et la babysitter a affirmé au procureur qu'elle n'avait pas vu Antoine le 8 septembre. La babysitter affirme également avoir été bousculée par Sébastien, le compagnon d'Alexandrine. Ce soir-là, l'homme lui aurait paru nerveux. Et si finalement, les réponses aux questions que se posent les enquêteurs se trouvaient au sein même du foyer d'Antoine? C'est forcément un élément qui intrigue les enquêteurs et qui va pousser les enquêteurs à aller chercher un peu dans la vie de la maman et du couple avec lequel Antoine vit. On se rend compte assez vite qu'elle a un profil un peu atypique, où elle a eu Antoine très très jeune, 16-17 ans, qu'elle a été en rupture avec sa famille assez tôt, qu'elle est allée de foyer en foyer. La jeune femme de 23 ans a également fait de la prison pour trafic de drogue. Un parcours chaotique qui ne l'a pas empêché de s'occuper avec bienveillance de son enfant. Selon son entourage, ils étaient particulièrement complices. Alexandrine a eu Antoine très jeune et toute seule. Donc il y a un lien assez fusionnel qui s'est noué entre les deux. Et elle n'était pas du tout autoritaire avec lui. Un amour maternel confirmé par l'ancien propriétaire de l'appartement d'Alexandrine. Moi, je vois mal cette femme-là faire du mal à son enfant. Et elle avait l'air d'avoir des rapports d'une mère à son fils tout à fait normaux. Moi, je l'avais vu le coiffer affectueusement, comme ferait une mère qui aime son enfant, en prendre soin. Je l'ai jamais entendue, elle, crier sur son fils. Alexandrine est donc décrite comme une mère célibataire, aimante. Mais cet équilibre familial aurait basculé au cours de l'été 2008, où elle rencontre Sébastien, 28 ans. Condamné lui aussi pour trafic de stupéfiants, il a mauvaise réputation. Il emménage néanmoins très vite chez Alexandrine. J'ai ressenti quelqu'un qui se sentait comme chez lui, dans l'immeuble. Voilà, c'était le chef. Plutôt quelqu'un d'assez dominateur, on va dire. Un homme froid que certains proches d'Alexandrine n'apprécient guère. Alors Sébastien aurait-il pu faire du mal à Antoine? Quels étaient leurs rapports? Et l'enfant aurait-il disparu avant le 11 septembre? Les investigations se poursuivent et de nouveaux éléments vont attiser un peu plus encore les soupçons des enquêteurs. Les gendarmes ont de plus en plus de doutes quant à la sincérité d'Alexandrine et de son nouveau compagnon. Et cela, d'autant plus qu'une perquisition menée à leur domicile a permis de révéler la présence de 2 petites taches de sang sur un mur de la chambre de l'enfant. On se rend compte que le test ADN est positif, c'est bien le sang d'Antoine dont il s'agit, mais finalement les taches de sang sont tellement microscopiques que ça n'amène pas à quelque chose de probant. La perquisition a révélé un autre élément des plus troublants. Un ticket de caisse qui laisse présager le pire. Les enquêteurs se rendent compte qu'Alexandrine a fait des courses et a acheté, la veille de la disparition supposée d'Antoine, des sacs poubelles de 100 litres. À quoi ont servi ces sacs poubelles? Est-ce qu'éventuellement ces sacs auraient servi à transporter le corps d'Antoine? C'est une des déductions qui est faite par les enquêteurs assez rapidement. Ils en sont sûrs, le couple leur cache quelque chose. Alors le 24 septembre 2008, moins de 2 semaines après le signalement de la disparition d'Antoine, Alexandrine, Sébastien, ainsi que 6 membres de leur entourage, des marginaux, sont placés en garde à vue. Ce sont des gens qui ont déjà fait de la prison, qui ont déjà été confrontés à des procureurs, à des enquêteurs, qui sont rompus à tout ça finalement, malgré leur jeune âge. Face aux enquêteurs, Alexandrine est particulièrement sur la défensive. Elle n'a pas du tout l'attitude d'une mère éplorée, elle n'est pas du tout impressionnée. Quand ils lui posent des questions, elle leur répond qu'il faut s'adresser au mur ou à la porte. Enfin voilà, elle a quand même un comportement un peu particulier. Elle avait vraiment le sentiment, au travers des questions,
que l'objectif était vraiment de lui faire avouer un crime qu'elle n'avait pas commis. Donc elle s'est complètement braquée pendant cette garde à vue. Parmi les 6 autres gardés à vue, certains vont dénoncer des maltraitances de la part de Sébastien sur Antoine, notamment des douches froides. Il l'a reconnu qu'il avait été peut-être un peu trop sévère avec Antoine et que c'était un peu brusque d'intervenir comme ça dans sa vie d'enfant, alors que sa mère avait jamais été sévère avec lui. Sébastien serait-il à l'origine de la disparition du petit Antoine? Même si ces mauvais traitements sont difficiles à définir, la rumeur de maltraitance courait dans l'immeuble. J'ai été mis au courant par les voisins que ça criait très fort sur Antoine. Il y avait des insultes qui étaient vulgaires déjà et assez violentes. On était vraiment à la limite entre une bonne engueulade et une maltraitance. Alors que le couple est toujours dans les locaux de la gendarmerie, un nouveau témoignage émerge. Des personnes décrivent plusieurs individus jetant un sac dans un lac près d'Issoire, les jours précédents, le 11 septembre. Donc à la suite de ce témoignage, on lance des recherches, alors même qu'Alexandrine et son compagnon sont toujours en garde à vue. Les gendarmes passent le secteur au crible et tentent de retrouver trace de ce fameux sac. Un déploiement de moyens importants qui, une fois de plus, ne donne rien. De leur côté, la mère d'Antoine et son compagnon nient farouchement avoir jeté ce sac. Ils affirment ne pas savoir conduire. Ils n'auraient donc pas pu se rendre aux abords du lac. Dire qu'ils ne savaient pas conduire, c'était se couvrir d'une certaine façon dans l'hypothèse où ils auraient dû transporter un corps dans une voiture, évidemment. Au terme de 24 heures de garde à vue, les 6 marginaux proches du couple, ainsi qu'Alexandrine, sont relâchés, faute de preuves. Mais la jeune mère reste sérieusement suspectée. Alors Antoine était-il vraiment victime de maltraitance? Alexandrine et Sébastien sont-ils complices? L'un protégerait-il l'autre par amour? Cela fait maintenant 2 semaines que les gendarmes mettent tout en œuvre pour retrouver Antoine, 6 ans, en vain. Faute de preuves, Alexandrine, sa mère, vient de sortir de garde à vue. Et c'est dans les médias qu'elle exprime son mécontentement. C'est ignoble de penser qu'une mère peut faire du mal à son fils. Puis c'est mon fils. Ça l'a toujours été, ça le restera toujours. Maintenant, il faudrait juste qu'ils se remettent au travail. Parce que c'est bien de construire des coupables parfaits devant les médias, mais ce serait pas mal aussi qu'ils se mettent à travailler et à chercher. Le procureur de la République de Clermont-Ferrand, en charge du dossier, voit rouge. Fait inédit, il décide de répondre publiquement aux accusations d'Alexandrine. Il revient sur le fait que les enquêteurs ne font pas leur travail. Parce que là, elle y va un peu fort. Il y a depuis 15 jours maintenant, peut-être un peu plus, sur le terrain, des dizaines et des dizaines d'enquêteurs qui ratissent partout. Ensuite, il revient sur ses déclarations, sur le fait qu'elle n'ait pas voulu répondre à toutes les questions. Elle dit de son côté, moi je me mets à la disposition des enquêteurs. Mais le procureur dit, voilà, elle se met à la disposition des enquêteurs, mais en même temps, quand on lui pose des questions, elle nous demande de les poser au mur ou à la porte, et en tout cas, elle élude un certain nombre de questions. Le procureur a l'intime conviction que dans cette affaire, Alexandrine cache une terrible vérité et tente de manipuler l'opinion à travers les médias. Un sentiment conforté par un nouveau rebondissement. Un soir de janvier 2009, elle est interpellée au volant d'une voiture sur l'autoroute A75, pas très loin d'Issoire, entre Issoire et Clermont-Ferrand. La voiture fait des zigzags, elle est interpellée par la brigade autoroutière de gendarmerie. Elle est prise en flagrant délit de mensonge et à cette occasion, le procureur ne se prive pas de rappeler que, entre guillemets, une fois de plus, elle ment. Depuis la disparition d'Antoine, soit depuis 6 mois, Alexandrine affirme haut et fort ne pas savoir conduire.
Elle est alors placée en garde à vue, puis condamnée pour conduite sans permis. Mais pas d'aveu, pas même de nouveaux éléments qui pourraient permettre de faire avancer l'enquête sur la disparition d'Antoine. Les mois passent, mais finalement, bon, l'affaire retombe un peu dans les médias, mais elle continue quand même à hanter l'esprit des gens à Issoire et même dans la région, parce qu'on n'a pas retrouvé le gamin. 2 années passent et Antoine n'a toujours pas été retrouvé. Alexandrine et son compagnon s'installent dans le sud de la France. Mais pour les gendarmes, beaucoup de zones d'ombre restent encore à éclaircir. Alors, que peuvent bien cacher Alexandrine et Sébastien? Seraient-ils capables de tenir un mensonge aussi longtemps? Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Voilà bientôt 3 ans que le petit Antoine a disparu à Issoire. Mais les enquêteurs clermontois ne relâchent pas leurs efforts. Et à ce moment-là, ils sont loin de se douter qu'à 500 km de là, un autre fait divers va mettre en cause Alexandrine et Sébastien. Nous sommes en juin 2011, à Marseille. Les locataires d'un immeuble du 5e arrondissement de la ville viennent de signaler la présence d'une odeur suspecte derrière une porte. Les pompiers arrivent sur place et ils découvrent un corps dans une baignoire qui est en état de décomposition avancée. Et il s'agit de l'occupante des lieux, de la locataire des lieux, qui s'appelle Karine et qui a 38 ans et qui est décédée depuis une semaine environ. Karine, la victime, serait morte en se vidant de son sang. Les circonstances exactes de cette mort restent à ce jour troubles. D'après les premiers résultats de l'enquête, la jeune femme fréquentait le milieu toxicomane. Selon son voisinage, son appartement était devenu un véritable squat. Une des voisines nous raconte que très régulièrement des gens sont invités dans l'appartement, des gens qui sont qualifiés de marginaux par cette voisine, et que très souvent il y a des fêtes, il y a des choses qui sont organisées dans cet appartement où il y a beaucoup de passages. Dès lors, tous les habitués de ce squat sont placés sur écoute. Une stratégie qui va finir par payer, car parmi eux se trouvent justement Alexandrine et Sébastien. Selon les écoutes qu'ils ont entre leurs mains, Alexandrine et son compagnon étaient hébergés régulièrement par la victime, et ce qui pouvait laisser à penser qu'ils pouvaient être impliqués dans le meurtre. Autre élément à charge, l'ADN de Sébastien est retrouvé dans l'appartement de la victime. Interpellé à son domicile de Loris, un petit village du Vaucluse, le couple est alors placé en garde à vue. Manifestement, ils ne sont pas très causants, ils restent très évasifs et ils nient absolument avoir participé au meurtre de Karine. Les enquêteurs disposent de pas mal d'éléments qui permettent de les mettre en examen pour homicide volontaire, et le juge d'instruction décide de les placer en détention provisoire au Baumettes. Alors que le couple est incarcéré à Marseille, à Clermont-Ferrand, l'affaire sur la disparition d'Antoine connaît un nouveau rebondissement. Les analyses pratiquées sur son pyjama révèlent qu'il ne porte aucune trace de l'ADN du petit garçon. Or, Alexandrine avait affirmé qu'Antoine portait ce vêtement le soir de sa supposée disparition. Un fait qu'elle explique aisément. Mais la difficulté, c'est qu'il avait un lot de pyjamas identiques, de la même couleur, du même modèle, etc. Et que dans ces conditions, elle ne peut pas savoir si c'est exactement ce pyjama-là qu'il portait ce soir-là. Mais ce n'est pas tout. L'ordinateur saisi au domicile du couple a également parlé. Des recherches sur Internet liées au mot « décapitation » auraient été effectuées. Sébastien, lui, s'explique sur ce point. Qu'il a vu des vidéos sur Internet, ce genre de choses qui peuvent être en rapport avec des décapitations. À l'époque, je crois que c'était ça, mais ça n'a pas de lien avec Antoine. Et finalement, rien du tout. Ils ne sont pas du tout impressionnés ni par ce transfert, ni par ces quelques mois qui viennent de passer de nouveau en prison. Et ce nouveau volet ne va déboucher sur rien.
Pour les enquêteurs, ces dernières auditions sont frustrantes. Car une fois de plus, en l'absence d'aveu et de corps, impossible de mettre en cause le couple. Aujourd'hui, bien que mise en examen dans l'affaire du meurtre de Marseille, Alexandrine est libre. Aucune charge n'a jamais été retenue contre elle, ni contre son compagnon, concernant la disparition d'Antoine. En France, chaque année, 10 000 personnes sont portées disparues, malgré les recherches intenses des autorités. À Issoire, l'affaire d'Antoine rejoint donc la longue liste des disparitions non élucidées. À présent, c'est son portrait vieilli qui s'affiche sur les vitrines des commerçants. Moi, tant que cet enfant ne sera pas retrouvé, il est hors de question que j'enlève cette affiche. Moi-même étant mère de famille, s'il m'arrivait quelque chose de similaire, j'aimerais encore quand même savoir qu'il y a des gens qui pensent encore à mon enfant, tout simplement. Antoine aurait eu aujourd'hui 12 ans. Et tant que la vérité n'aura pas éclaté, son visage continuera d'hanter les esprits des Issoiriens et des enquêteurs, toujours à sa recherche. Aujourd'hui, on a le cruel sentiment que finalement, on n'a pas avancé. Finalement, Antoine reste un mystère pour tout le monde. Peut-être qu'un jour on saura, mais c'est évident que plus le temps passe, et plus ça paraît compliqué de connaître l'épilogue. Crime est toujours installé en Auvergne. Nous a rejoint Jean-Paul Bonnefoy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire principal à la retraite. Un mot d'abord, parce que vous connaissez très bien cette région. D'abord, est-ce qu'il y a une mentalité particulière chez les Auvergnats? Il y a une mentalité et une empreinte de loyauté, de fermeté. Et puis les gens ont l'habitude ici d'être dans un pays qui est dur, dans un climat qui était dur, qui est de moins en moins dur, mais qui était dur. Donc tout ça a forgé les caractéristiques de l'Auvergnat. Quelle est aujourd'hui la situation en Auvergne au niveau de la délinquance? Au niveau de la délinquance, parce qu'il faut toujours mettre en perspective, notamment par rapport aux autres régions françaises, effectivement, l'Auvergne est plutôt une région protégée. Pour quelle raison? Parce qu'elle est assez loin des grandes métropoles. Ceci dit, elle est de plus en plus désenclavée, notamment par l'intermédiaire des autoroutes qui se croisent. Les grandes autoroutes se croisent à Clermont. Méditerranée-Paris, Lyon-Bordeaux, tout ça passe à Auvergne et Clermont-Ferrand. L'Auvergne est une région plutôt isolée, même si elle se désenclave de plus en plus. Est-ce que c'est une région de repli parfois pour les criminels? Ça a été le cas à une époque dans les années 60, 70, 80 où il y avait un fort milieu lyonnais. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Je crois même que c'est plus le cas. Ça a eu été, dans les années 90 notamment, une région de repli pour les Basques. Il y a eu un certain nombre d'affaires, de voitures volées, dont les plaques étaient faussement immatriculées, qui se sont déroulées en Auvergne parce qu'ils s'éloignaient de plus en plus du Pays Basque. Ça a été l'Auvergne, après ils sont allés encore un peu plus loin. Mais je crois que le problème basque n'est plus un problème majeur actuellement. Quand on pense à l'Auvergne, on pense à Clermont-Ferrand, par exemple. C'est une ville qui est plutôt tranquille. On voit assez peu de présence policière, par exemple, en centre-ville. C'est une ville, oui, c'est une ville plutôt tranquille, même s'il y a des quartiers qui sont un peu chauds. Ça a été le cas l'an dernier, quand il y a eu une flambée, sans jeu de mots, une flambée de violence dans certains quartiers. Les choses se sont bien assainies, sauf au niveau des cambriolages, où les cambriolages à Clermont-Ferrand, ça augmente comme partout ailleurs. Vous avez dû voir les statistiques de la criminalité. Les cambriolages sont en augmentation. Le reste de la criminalité, on peut considérer qu'elle est relativement maîtrisée. Il y a des quartiers défavorisés autour de Clermont-Ferrand, lesquels? Il y en a eu à Montluçon. Les choses se sont bien améliorées, notamment par l'intermédiaire de la loi Borloo, l'ANRU, où un certain nombre de quartiers ont été revus, 200 000 € ont été mis en place pour faire face à toutes ces situations, notamment par l'intermédiaire des médiateurs, des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Et les choses sont rentrées tout à fait dans l'ordre à Montluçon. Il n'y a pas d'autre ville en Auvergne qui pose problème.
Crime est toujours installé en Auvergne pour vous raconter cette histoire qui s'est déroulée en 2009. Guy s'étonne de ne pas voir son collègue et beau-frère revenir au travail. Une semaine plus tard, une voiture va être découverte. Dans le coffre, 2 sacs en plastique. On y retrouve le corps de Didier. Il a été étranglé et brûlé. Plus étonnant encore, il a été empoisonné avec de l'atropine. C'est le médicament qu'il utilisait pour soigner sa maladie des yeux. Voici donc ce document pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique d'un père de famille respecté qui s'est mystérieusement volatilisé. Une disparition derrière laquelle se cache un crime d'une rare barbarie et qui aujourd'hui encore marque l'esprit des habitants de tout un village. C'est ignoble, hein, c'est la barbarie. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un film ou quoi? Nous sommes dans l'Allier, un département réputé pour ses paysages et son patrimoine historique. Pas moins de 500 châteaux y attirent chaque année les touristes. Au cœur de ce patrimoine, Vaumas, une petite commune de 600 habitants où tout le monde se connaît. C'est un petit village tout à fait tranquille de notre beau Bourbonnais. Vaumas, il y a un boucher, un boulanger, et les gens se croisent à peine. Le dimanche, il n'y a pas de vie. La semaine, on va travailler et on revient le soir dormir. Un des plus gros employeurs de la commune, c'est cette usine de pièces automobiles. Le 2 mars 2009, l'inquiétude gagne les ouvriers. L'un de leurs collègues, Didier Lacotte, 51 ans, n'a pas pris son service. Cela ne lui ressemble pas. Je me suis dit, là, c'est pas normal. Parce que Didier, je le côtoie depuis pratiquement 35 ans. Hein. Didier, il était toujours présent à l'heure, et jamais d'absence autre que de la maladie normale. Parmi les employés particulièrement préoccupés, il y a Patrick. De retour chez lui, l'homme s'empresse d'interroger sa femme, Sonia, qui n'est autre que la sœur de Didier Lacotte. Mais elle non plus n'a pas de nouvelles. À partir de cette inquiétude, elle va commencer les premières démarches, c'est-à-dire elle va déjà appeler Odile. La compagne de Didier Lacotte. Odile lui dit que Didier Lacotte lui avait dit qu'il était parti en vacances en Espagne. Au bout du fil, Odile explique que 3 semaines plus tôt, en partant en vacances, Didier lui avait précisé qu'il serait de retour ce jour-là. Et même si, avec les années, le couple ne se rend plus de compte, elle réalise que son absence cache peut-être quelque chose de grave. À ce moment-là, Odile s'inquiète, se demande ce qui se passe, et elle va dès le lendemain matin, donc le lendemain matin, on est le 3 mars, se rendre au service de gendarmerie pour signaler la disparition de son concubin. Alertés, les gendarmes procèdent aux vérifications d'usage. Et très vite, ils comprennent qu'ils sont face à une disparition particulièrement inquiétante. Il faut dire que depuis la date de son départ en vacances, le 12 février, il n'y a plus aucun signe de vie de Didier Lacotte. Les premières recherches, les gendarmes se rendent compte que sa carte bleue, son téléphone, rien n'a fonctionné depuis sa disparition. 3 semaines donc que Didier Lacotte a disparu. Alors qu'a-t-il bien pu lui arriver? Disparition volontaire ou enlèvement? L'homme est-il en danger? À ce stade, toutes les hypothèses sont envisagées. Les gendarmes qui tentent de remonter la trace de Didier s'intéressent aux derniers appels qui figurent sur ses relevés téléphoniques. Rapidement, ils s'aperçoivent que le dernier numéro est celui de Sylvie, sa maîtresse. Entendue, elle déclare avoir vu Didier le jour de son départ.
Elle leur dit simplement aux gendarmes qu'elle a eu une relation sexuelle avec Didier Lacotte, puisque c'était la maîtresse de Didier Lacotte, le 12 février, dans l'après-midi, donc finalement le dernier jour où Didier Lacotte donne signe de vie finalement. Sylvie explique aux gendarmes que Didier a repris la route vers 20 h, après un appel de son fils, lui demandant s'il rentrait dîner. Elle décrit aussi la tenue que son amant portait ce jour-là. Un pantalon noir et une chemise écossaise, rouge. Les jours passent et toujours aucun signe de Didier. Les gendarmes qui ont interrogé tout son entourage n'ont aucune idée de ce qui a pu lui arriver. Mais une semaine après sa disparition, ils reçoivent un appel. La voiture de l'ouvrier vient d'être retrouvée. C'est un collègue de travail de Monsieur Lacotte qui aperçoit ce véhicule qu'il indique être garé depuis 3 à 4 semaines. La voiture est stationnée dans l'une des rues principales d'une commune située à 8 km du domicile de Didier. Les gendarmes, arrivés sur place, constatent que toutes les portières sont fermées, sauf une. La portière arrière gauche du véhicule n'est pas verrouillée. On commence à ouvrir cette portière et là, manifestement, il y a une odeur de cadavre qui se dégage et qui est très forte. Cette odeur émane du coffre de la voiture. En l'ouvrant, les gendarmes pensent savoir ce qu'il contient. Mais ils sont pourtant loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir. Là, il y a une couverture, une bâche avec du marron dessus, donc a priori du sang séché. Il retire un petit peu la bâche et il voit 2 sacs plastiques, 2 gros sacs poubelles noirs ouverts qui sont au fond du coffre. On s'imagine tout de suite qu'il y a un morceau de cadavre à l'intérieur, qui est en putréfaction. Il n'y a pas un, mais 2 morceaux de cadavre. Le corps a été tranché au niveau de l'abdomen. Pour les équipes sur place, l'identité de la victime ne fait aucun doute. Et la fameuse chemise rouge à carreaux qui avait été décrite par la maîtresse, c'est malheureusement comme ça qu'est habillé le corps qu'on retrouve, celui de Monsieur Lacotte. Ce qui était une disparition inquiétante se termine donc de manière tragique pour les proches de Didier. Pour déterminer les circonstances de sa mort, une autopsie est pratiquée au CHU de Clermont-Ferrand. Ce qui surprend le plus tout le monde, c'est que le corps a été bien coupé en 2, mais surtout aurait été coupé en 2 après une congélation. Le corps porte trace de différents hématomes, notamment au niveau du visage. Le corps présente des brûlures au niveau des parties génitales et au niveau des cuisses. La mort remonterait à plusieurs semaines et le corps aurait été tranché avec une scie électrique. Mais c'est l'expertise toxicologique qui va permettre d'élucider la cause du décès. La mort, bien évidemment, n'est pas due à la mutilation, puisqu'on sait que cette mutilation est post-mortem, mais à un empoisonnement, et un empoisonnement par un produit qui s'appelle l'atropine. L'atropine est une molécule utilisée dans la fabrication de certains médicaments. Or, Didier souffrait d'uvéite, une maladie des yeux qu'il soignait avec du collyre d'atropine. On trouve des traces de plusieurs centaines de milligrammes de collyre. Cela implique qu'il en aurait bu des dizaines de millilitres, c'est-à-dire plusieurs flacons. Entre 2 et 10 flacons, selon les experts. Alors comment une telle quantité s'est-elle retrouvée dans le corps de Didier? Son ou ses meurtriers connaissaient-ils son traitement? Et pourquoi avoir découpé son cadavre? C'est une enquête inédite qui commence pour les gendarmes de la section de recherche de Clermont-Ferrand. Dans la région, la nouvelle de la découverte d'un corps coupé en 2 est au centre des discussions. L'affaire fait les gros titres. La découverte même d'un cadavre à Dompierre-sur-Bèvre, c'est pas tous les jours. Dans des circonstances comme ça, avec 2 sacs plastiques intérieurs contenant des morceaux de cadavres, c'est une affaire qui tout de suite devient hors norme.
À l'usine où Didier travaillait, c'est l'incompréhension pour les 900 salariés dont faisait partie Christian. C'est ignoble, hein, c'est de la barbarie. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un film ou quoi? Et pourquoi il y a eu un acharnement comme ça sur lui? Dans quoi il a pu tremper? Dans quelle situation il a pu se mettre pour en arriver là, quoi? Pour répondre à ces questions, les enquêteurs se penchent sur le profil de la victime. Un homme décrit par tous comme simple et discret. C'est un ouvrier, hein, mais plutôt très sérieux. Plutôt très sérieux. C'est quelqu'un, je dirais, presque de inodore, incolore, de neutre, pas de passion particulière pour le jeu, le sport, des choses comme ça. Daniel Michaud, son voisin, se souvient d'un homme effacé, au point d'en être presque mystérieux. Jamais on parlait de sa famille. Jamais, jamais. En 6 ans, donc, je suis rentré 3 fois chez lui. Didier vivait depuis 20 ans avec Odile, sa compagne. Le couple avait 2 enfants que nous appellerons Alice, 17 ans, et Anthony, 15 ans. Une famille en apparence ordinaire, mais en apparence seulement. Dans toutes les enquêtes de voisinage qu'on a pu faire, personne ne voit de gens se tenir par la main dans cette famille, personne ne voit de gens s'embrasser, personne ne voit de gens proches physiquement, on ne les voit pas ensemble. Une distance qui s'explique. Depuis plusieurs années, Odile et Didier faisaient chambre à part. Ils savaient tous les deux quelle était la situation. C'est-à-dire qu'ils savaient que madame avait un amant, que lui avait une maîtresse, voire plusieurs. Des maîtresses qu'ils rencontraient le plus souvent sur Internet. Les gendarmes comprennent donc que la vie de Didier n'était pas aussi rangée qu'elle en avait l'air. Didier Lacotte est d'apparence très lisse et en réalité il a une vie assez tumultueuse. C'est quelqu'un qui est très porté sur le sexe et qui est dans la recherche permanente de relations sexuelles. Alors, la mort du quinquagénaire serait-elle liée à ses fréquentations? Une hypothèse qui va rapidement se renforcer par le rapport des experts. L'expert, qui n'était pas forcément au courant des pratiques sexuelles de Didier Lacotte, évoque spontanément le fait que l'atropine puisse être utilisée dans certains milieux qui peut correspondre au milieu dans lequel évolue Didier Lacotte à ce moment-là, comme excitant sexuel. Les hommes de la section de recherche décident donc de placer sur écoute les femmes qu'ils fréquentaient. Une stratégie qui va s'avérer payante. 4 mois après la découverte de son corps, les gendarmes interpellent 5 personnes, 4 hommes et une femme, que nous appellerons Myriam. Cette femme serait une de ses maîtresses les plus régulières. C'est elle qui passe le chercher le matin pour aller au travail. Ils se voyaient assez régulièrement. Ils n'avaient plus de rapport prétendument pendant des mois. Et puis ils ont de nouveau eu des rapports juste avant la disparition de Didier Lacotte. Mais ce qui interpelle les enquêteurs, c'est que Myriam n'a pas d'alibi le soir présumé du meurtre. Vers 23 h cette nuit-là, son téléphone émettait près du stade de Montbenis, à 15 km du lieu où a été retrouvé le corps de Didier. Or, elle dit ne jamais y être allée. On lui pose la question, elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi son portable est mis dans cet endroit-là, et on ne va plus loin. Les perquisitions menées au domicile de Myriam ne donnent rien. Pas de traces, pas de sang, ni de flacon de collyre d'atropine. Elle est relâchée, ainsi que les 4 hommes interpellés avec elle. Là, il n'y a absolument rien et la piste est fermée. La piste sexuelle va être fermée à ce niveau-là. L'enquête repart donc à zéro. Et les questions demeurent. Qui pouvait bien en vouloir à ce père de famille au point de l'empoisonner et le découper? Pour les hommes de la section de recherche de Clermont-Ferrand, il faut désormais réorienter l'enquête. Il se trouve que depuis le début de l'affaire, ils ont de sérieux doutes sur une personne en particulier.
Les enquêteurs, dès le premier jour, ont été surpris de la réaction d'Odile à la découverte du corps de son compagnon. Puisque, d'après les auditions, elle ne manifeste pas une particulière tristesse. Il est même parlé d'absence de larmes. Alors, Odile aurait-elle empoisonné son mari? Toujours est-il que son attitude troublante va pousser les gendarmes à réaliser de nouvelles investigations. On va aller taper à la porte de tous les pharmaciens et de tous les médecins. Et on se rend compte à ce moment-là qu'à de nombreuses reprises, Odile a fait l'acquisition d'atropine. Ce pharmacien, dont l'officine est située à une trentaine de kilomètres du domicile de la victime, confirme ses achats. Pour lui, il n'avait rien d'alarmant. Une femme qui a cherché des médicaments pour son mari, ça n'a rien d'extraordinaire. C'était des ordonnances qui étaient renouvelées. Il n'y avait pas apparemment de chevauchement de prise de médicaments. Lors d'une perquisition au domicile d'Odile, les gendarmes découvrent un ticket de caisse daté de 3 mois avant la mort de Didier. Il s'agit de sacs poubelles de 100 litres, identiques à ceux qui contenaient son corps. Plus étonnant, dans la maison, aucune trace de ces sacs, ni des flacons de collyre. Les enquêteurs ne retrouveront aucun flacon d'atropine, alors qu'on sait qu'ils ont été achetés. Donc on peut légitimement penser qu'elle s'est débarrassée très rapidement de ces flacons et voire du reste des sacs poubelles, si tant est qu'il en restait. Pour les enquêteurs, la mère de famille pourrait donc avoir un lien avec le meurtre de son compagnon. Des soupçons confortés par les résultats des prélèvements ADN effectués lors de la découverte du corps. La couverture enveloppant le cadavre de Didier Lacotte porte bien la trace ADN d'Odile. En septembre 2009, Odile ainsi que son fils Anthony sont placés en garde à vue. Face aux gendarmes, elle donne l'impression de ne pas comprendre ce qui lui arrive. On lui demande finalement de se rappeler avec précision quel est le dernier jour où elle a vu Didier Lacotte, alors qu'ils n'ont pas des relations, je dirais, sentimentales intenses. Et c'est vrai qu'elle ne sait pas si c'est le 12 ou le 13 février où Didier Lacotte a été vu par elle pour la dernière fois. Visiblement déstabilisé, Anthony ne sait pas non plus si son père est rentré dîner le soir présumé du meurtre. Les enquêteurs avaient un objectif qui était de faire craquer Odile et son fils et de les pousser à reconnaître les faits parce qu'ils pensaient que c'était elle et son fils qui avaient participé à la disparition de Didier Lacotte. Je pense qu'un garçon de 15 ans placé face à plusieurs enquêteurs qui ont cet objectif-là résiste mal à la pression. À l'issue de leur garde à vue, Odile est mise en examen pour assassinat et son fils pour destruction de preuves. Mais reste une question en suspens, celle du mobile. Pourquoi cette mère de famille, sans histoire, aurait-elle voulu tuer Didier ? Pour tenter de comprendre si Odile, 42 ans, aurait pu commettre l'irréparable et entraîner son fils avec elle, les gendarmes se penchent sur leur personnalité. Et à Vaumas, les habitants ont bien du mal à imaginer cette femme, introvertie, en meurtrière. C'est vrai que les gens disaient c'est pas possible que ce soit Odile qui a participé au crime. Ça, c'est sûr. Tout le monde était étonné, enfin étonné. Madame Bon, qui est conductrice de bus, qui mène des enfants à l'école, les gens qui la connaissent, qui la fréquentent, voilà, parlent de quelqu'un de très discret, une femme petite, maigre, un peu voûtée, les cheveux gris, fatiguée. On voit tout de suite que c'est quelqu'un de très réservé. À l'inverse de sa mère, Anthony, lui, a plutôt l'habitude de se faire remarquer. Comme il est un peu turbulent en classe, forcément, on a le cliché du cancre et voilà, on n'a pas envie d'aller vers lui. Il était un peu exclu de la classe. Selon ses proches, l'adolescent entretenait des rapports difficiles avec son père. En revanche, il a toujours été extrêmement proche de sa mère. Alors,
Odile aurait-elle pu faire de son fils un complice manipulable? Et si oui, pour quelle raison? La plupart des crimes sont commis pour deux raisons principales, l'argent ou les sentiments. L'argent dans cette histoire, il n'y en a pas vraiment. Après, histoire de sentiments, déjà il n'y avait pas de sentiments entre l'un et l'autre. Ça faisait des années que ça durait. Elle avait fait sa vie de son côté, lui avait construit la sienne de l'autre. Pourquoi aurait-elle été jalouse des années après? C'est pas vraiment compréhensible. Les enquêteurs sont forcés de se rendre à l'évidence. Odile n'avait aucun intérêt à tuer le père de ses enfants. Près d'un an après la mise en examen d'Odile et Anthony, un nouvel élément fait son apparition. L'expertise de l'ordinateur